À quel point est-ce stupide d'acheter ces voitures? Le Grand Caravan ou la Pacifica sont littéralement les seuls véhicules restants dans la gamme Chrysler. Bien que certains disent qu'ils ont eu de la chance, il est équipé du moteur V6 Pentastar 3,6L qui n'était pas le pire. Quelques soucis de moteur, d'huile et de poussoir, mais globalement le moteur n'a pas été le pire. La transmission automatique à 9 vitesses a posé quelques problèmes, mais celles des anciens modèles de Caravan ont parfois été bien plus problématiques. Des avis très partagés. Si vous remontez assez loin dans l'historique des Caravanes, ils ont explosé des boîtes de vitesse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Juste ici, vous avez des feux arrière à LED. Mais si vous regardez bien, c'est un design vraiment très basique, comme un yaourt nature. Dans l'ensemble, c'est un véhicule basique offrant beaucoup de place, mais au design très simple. Et malheureusement, comme c'est un produit Stellantis, il y a de fortes chances que ce véhicule ne soit plus là très longtemps. Alors, quand on parle de l'absurdité d'acheter quelque chose comme ça, combien de temps penses-tu que Stellantis a devant elle en tant qu'entreprise? Plus important, Chrysler ne possède qu'un petit véhicule de ce type. À mon avis, l'avenir ne semble pas très prometteur. Et avec les ventes en baisse chez beaucoup de leurs sous-marques, cela n'inspire pas vraiment confiance. La qualité des produits est médiocre, avec de nombreux soucis électriques dus au module de puissance intégré. Cela signifiait que vous aviez souvent des problèmes d'éclairage, des problèmes de rétroviseur électrique, des problèmes de jauge qui fonctionnent parfois puis ne fonctionnent plus. Et toute une série de problèmes électriques qui peuvent être intermittents. Le module de puissance intégré centralise toutes les entrées et sorties dans un seul système, recevant les retours et contrôlant les composants. Maintenant, même si cela a récemment changé, le protocole électrique est légèrement différent. Dans l'ensemble, ces véhicules n'ont pas une grande fiabilité générale. Bien sûr, même si le moteur n'est pas mauvais et que les transmissions ont eu une histoire sordide, plus vous remontez dans le temps, plus les choses vous empirent. Je veux dire, regardez juste la petite ampoule là-dedans, la calandre très basique. Il n'y a aucun doute, c'est un véhicule très simple et basique. Mais si vous cherchez un véhicule comme celui-ci, il vous faut un monospace. Peut-être regarder la Honda Odyssey ou la Toyota Sienna. Un résultat bien meilleur. Chrysler Pacifica, Grand Voyager, Grand Caravan, peu importe, sont des véhicules très risqués et, selon moi, un mauvais achat. Selon moi, c'est l'une des pires voitures à acheter. Je n'arrive pas à croire que les gens achètent encore ces véhicules après tout ce qui s'est passé. Prenez cet exemple. Où sont le moteur et la transmission? C'est sans doute parce que l'un ou les deux sont tombés en panne. Car nous avons entendu les nouvelles de General Motors Company et Chevy. De nombreux moteurs 5.3 litres cassent poussoirs et culbuteurs, obligeant à remplacer culasse ou moteur entier. Les boîtes automatiques à 8 et 10 vitesses ont causé des problèmes, d'où l'absence de certaines. De nombreuses pièces et composants manquent. Ce camion n'est pas si vieux et les 6,2 ont aussi eu des soucis de vilebrequin mal rectifiés. La lubrification doit être réduite et une huile plus épaisse utilisée pour éviter une défaillance moteur. Les 6,2 ont rencontré de nombreux problèmes de qualité. Ce véhicule présente un grand risque et un fort potentiel de problèmes. On sait que des pièces comme celle-ci peuvent se détacher. Il en va de même pour les poignées de porte. La triste réalité concerne certains problèmes chez General Motors, ainsi que la qualité chez General Motors C et Chevy. Cela signifie qu'acheter l'un de ces véhicules témoigne d'un processus de prise de décision très problématique. Est-ce stupide d'en acheter un? Eh bien pour l'instant, je suis ici pour dire qu'avec le niveau de problème que nous voyons dans le contrôle qualité, ça ne vaut pas le coup. Je ne veux pas prendre le risque d'en acheter un maintenant. Espérons que ces problèmes seront bientôt résolus et deviendront un souvenir. Mais pour l'instant, cela me semble être l'une des pires occasions d'acheter. L'un de ces camions pleine grandeur, les 53, les 62 semblent vraiment être des échecs. Qu'en est-il des moteurs diesel? Pour l'instant, les moteurs diesel et les transmissions Allison sont en bon état. Bien qu'il y ait eu aussi quelques problèmes internes avec ceux-ci dans les générations récentes, il n'en reste pas moins que le moteur diesel semble être l'un des meilleurs choix. Donc si vous cherchez un modèle essence d'une demi-tonne ou 3/4 de tonne chez Chevy ou General Motors, c'est un énorme risque, ce serait stupide d'y mettre mon argent. Voici le prochain, souvent jugé comme l'un des achats les plus stupides actuellement. Malheureusement, il y a 2 points de vue. Ce sont, selon moi, parmi les meilleurs petits SUV électriques actuels, ils sont superbes. J'ai testé plusieurs de ces véhicules et le Jaguar F-Pace Restylé est parmi les meilleures options du segment. Je le préfère à bien des BMW, Mercedes et Audi, mais il pose malheureusement d'autres problèmes. Bien sûr, le F-Pace est aussi disponible en version SVR. Vous pouvez avoir certaines finitions de base avec un moteur Turbo 4 Ingenium, vous pouvez avoir un V8 suralimenté avec certains de ces véhicules, et même sur certains marchés, vous pouvez avoir un diesel. Ils étaient bien soutenus il y a peu, mais les choses ont changé, ce qui complique la situation. Les Jaguars restent de magnifiques. Excellente mise à jour, système d'infodivertissement modernisé, intérieur nettement amélioré.
J'adore le petit félin à l'avant, joli détail. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Ils ont mis ce joli cache et cette belle sculpture avec le petit félin. La grande vitre sur le dessus et l'arrière très élégant lui donnent vraiment une allure et une très belle présence. Il y a ces grandes lignes de hanches hautes juste ici, ce qui lui donne vraiment un look très sportif et athlétique. Ici, nous avons la P4 Sense à transmission intégrale. Certains marchés proposent aussi un V6 suralimenté des V6, des V8 ainsi que des turbos 4 cylindres et des diesels. Ce n'est pas pour cela, ni parce qu'ils excellent sur certains marchés, mais parce qu'acheter ces modèles est très risqué. Actuellement, nous savons que Jaguar a fait une pause et ne produit plus de voitures. Donc ces véhicules, ce que nous voyons ici sont à peu près les seuls restants sur chaque parc de concessionnaires que vous voyez. Ils en fabriqueront, mais plus maintenant. Je doute que le risque en vaille la peine. Je veux dire, si cette entreprise fait faillite, ce qui est tout à fait possible, alors ça vous laisse essentiellement avec une épave comme décoration de pelouse. Malheureusement, vous risquez de manquer de pièces ou de services, même si des petits ateliers indépendants restent disponibles pour aider. Et au final, pour une partie du réseau de concessionnaires, il est difficile de dire ce qu'il va devenir. Vont-ils disparaître ? Peut-être, peut-être pas, mais ils ne produisent rien. Ils ont mis 1 à 2 ans, voire plus. Donc acheter un de ces véhicules, malheureusement, aussi bon soit-il, et je les ai déjà testés sur Six Speed Reviews, je partagerai ce lien à la fin. Il présente un grand risque, et beaucoup considèrent que c'est l'un des achats les plus stupides actuellement. Tout simplement parce que vous pourriez ne pas avoir de support, vous pourriez ne pas avoir la disponibilité des pièces pour l'entretien. Cela va surtout faire chuter la valeur de ces véhicules, car leur dépréciation va s'accélérer. Celui-ci me fait me sentir idiot rien qu'à l'idée de le conduire. L'Atlas en taille réelle. Ils ont modifié la configuration de leur moteur il y a quelques années. Désormais, il y a de la place pour environ 7 sièges. La version Cross Sport n'a pas de 3e rangée, contrairement à l'Atlas classique qu'il a. Cela offre beaucoup d'espace, c'est impressionnant. J'aimais aussi la génération précédente avec le V6, un bon équilibre. C'est un véhicule très grand et lourd pour Volkswagen. Malheureusement aussi, il n'atteint qu'environ 20 à 22 miles par gallon en consommation mixte, selon le Environmental Protection Agency. Dans cette génération, ajouter un moteur 4 cylindres turbo 2 litres, la cylindrée n'a aucun sens quand ils disent vouloir réduire la consommation alors que le V6 n'était pas vraiment pire. J'ai conduit ce modèle l'an dernier et j'adore sa technologie. L'intérieur est superbe, spacieux et impressionnant. Mais en découvrant le simple 4 cylindres turbo 2 litres, on constate vite un manque de puissance. Quand je l'ai essayé, ce véhicule, j'ai constaté que même en appuyant sur l'accélérateur, il fallait quasiment aller aux 2/3, voire aux 3/4 de la pédale, juste pour suivre le trafic. Et vous savez, ça ne va pas faire du bien au moteur. Donc à moins de simplement rouler en roue libre, de descendre des collines et des pentes raides, non, vous n'allez pas vraiment avancer très rapidement. Le 0 à 100 se fait en environ 7 secondes et demie, et ce n'est pas vraiment impressionnant avec environ 269 chevaux. Et je sais que tous les constructeurs le font, sur le 4Runner aussi. Un turbo 4 cylindres de 2,4 L, soit presque 0,5 L de plus, mais selon moi, ce n'est pas assez. Et donc malheureusement, l'Atlas fait partie de ces véhicules que je ne me sentirais tout simplement pas à l'aise d'acheter à ce stade. S'ils reviennent en arrière et qu'ils mettent un vrai moteur dedans, alors là, on pourra en reparler. Mais pour l'instant, avec un moteur 4 cylindres sans bonne consommation, cela me paraît une très mauvaise décision. Nous connaissons leurs problèmes au fil des années. Malheureusement, je ne veux pas parier là-dessus. Ce serait clairement un non pour moi. Avec ce 4 cylindres, passer à un V8 faites quelque chose comme Porsche avec le Cayenne, proposez de meilleures options. Là, on pourra en discuter. Actuellement, non. Voilà un exemple. On me dirait fou si j'achetais un de ces véhicules. Le Hummer électrique propose une version 2 moteurs de 570 chevaux ou 3 moteurs en mode Max Attack offrant 1000 chevaux. Mais le hic, c'est qu'il pèse 10 000 livres dans sa version la plus lourde. Oui, il y a de très beaux détails dessus, mais au final, c'est une surcharge électronique. Le pire, c'est que c'est juste un véhicule très lourd. Il offre désormais des performances impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h en 3,33 secondes. Si vous souhaitez être vu sans trop vous faire remarquer, c'est ce que vous retiendrez. Vous avez la grande roue à l'arrière du Hummer EV, c'est un véhicule au look intéressant et il va certainement attirer beaucoup de regards. Mais honnêtement, avec le poids énorme de ce véhicule, vous allez probablement devoir attendre que les routes soient renforcées avant de pouvoir conduire ce truc sur la route. C'est plus lourd que bien des utilitaires, enfin peut-être pas tout à fait. Face à la concurrence comme le Ford F-150 Lightning ou le Cybertruck, celui-ci se positionne clairement au milieu. Il propose clairement quelque chose d'unique à ceux pour recherchant ce type de véhicule. Même avec cette superbe face avant et un style unique, il se démarque.
Il prend le relais là où le précédent Hummer s'est arrêté. Et donc, cela reste fidèle à la philosophie générale et à la conception globale du véhicule. En réalité, c'est juste un véhicule très lourd. Si vous voulez aller vite, il existe des moyens plus rapides et simples. Je veux dire, la Model S Plaid, elle a 1000 chevaux et elle ne pèse pas autant. Et... ouais, ça arrache le visage, mec. Ce truc-là envoie vraiment. C'est un beau véhicule, au look unique. Regarde en bas, tu vois toutes les batteries rangées. Son centre de gravité plus bas améliore sa tenue de route. C'est un de ces véhicules dont le prix dépasse de loin les 6 chiffres. C'est de la folie. La taille colossale, ainsi que son poids, font que je n'achèterai jamais un de ces véhicules. Cela me donne vraiment l'impression que c'est l'un des achats de voitures neuves les plus stupides que j'ai fait. Et cela dit, voici quelques-uns des meilleurs petits en pick-up, les seuls que j'achèterai. Celui-ci, juste ici, le Nissan Frontier, en fait partie. Et j'en inclus quelques autres gagnants. Vous devriez vraiment regarder cette vidéo. J'y raconte toute l'histoire des meilleurs petits pick-up que vous devriez acheter. J'espère vous revoir tous très bientôt. À tous à la prochaine. Au revoir.